avec Iris Jardin, spécialiste piscine, spa et arrosage. Visitez notre boutique à Saint-Pierre ou sur irisjardin.re. On refait la réunion midi. Merci à tous de nous rejoindre sur RTL Réunion. Il est midi et 16 minutes. C'est l'heure de votre émission de Libre Antenne. On refait la réunion midi. Une émission à laquelle vous êtes invités à participer, comme chaque jour. 02 62 234 567 pour bien faire. Cette émission vous est présentée par Antoine Gélin. Bonjour Antoine. Bonjour Mandy, bonjour à tout le monde. La situation est ubuesque en pleine crise sanitaire, en pleine crise sociale, alors que l'île est bloquée par des barrages, que c'est extrêmement difficile pour n'importe quel patient de se rendre à l'hôpital s'il n'est pas dans une ambulance des pompiers. On organise l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Un de nos chers auditeurs avait senti le coup venir hier matin. Il disait en gros que les bateaux de course avaient dû être protégés par les forces de l'ordre. Les marins n'étaient pas encore arrivés, mais notre auditeur a eu le nez creux. L'arrivée de la course quelques heures plus tard a failli se dérouler au large et les équipages exfiltrés pour cause de manifestations, de forces de l'ordre en nombre et d'ambiance plutôt moyenne. Pour la Jacques Vabre, finalement, les manifestants ont laissé tomber peut-être la solidarité entre les Iliens et les marins. À La Réunion, on n'a pas les barrages comme en Martinique ou les pillages comme en Guadeloupe. On n'a pas la Jacques Vabre, mais on a les Miss qui découvrent nos babouks et nos artisans qui commencent sérieusement à tirer la langue. Alors rien à voir avec les Miss là-dessus. Ces artisans, ils mettent la production pays en l'air. Ils sont pas grand-chose dans l'économie réunionnaise, mais ils sont un symbole des créatrices, des créateurs réunionnais qui ont plutôt une démarche éthique, pas forcément accès aux réseaux commerciaux traditionnels. Alors ils font leur chiffre d'affaires sur certains marchés, plutôt à Noël, et plutôt sur ces marchés qui ont eux aussi une démarche éthique. Le marché de l'éperon, par exemple, qui vient d'annoncer son annulation pour cette année. L'organisation dit ne pas avoir assez de moyens pour la mise en place du contrôle sanitaire exigé par le préfet. On peut aussi imaginer la crainte de l'organisateur de se voir rattrapé par la brigade parce qu'un exposant ou un visiteur aurait un faux pass ou un faux test PCR. Un faux test en un coup de fil seulement. Ça a l'air d'être assez commun chez nous, ça surprend plus personne. C'est devenu banal. Alors chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il assume. Sauf que parfois, avoir un faux test ou un faux pass, ça met d'autres personnes dans la mouise. Les organisateurs d'événements, par exemple, qui sont responsables. À ce titre, je souhaiterais évoquer une situation que j'ai constatée récemment. Une jeune femme qui, dans le cadre d'une manifestation, devait avoir un pass sanitaire, mais comme elle considère que l'État veut nous piéger, nous enfermer, nous bâillonner, voire nous pucer, elle refuse catégoriquement le principe du pass. C'est son droit. Sauf que, en même temps, cette même personne vit une partie de l'année de subventions publiques. Vous la voyez, la contradiction ? D'un côté, on profite de ce que l'État nous octroie à travers les aides sociales et économiques. De l'autre, on ne participe pas à l'effort collectif réalisé par la majorité des Réunionnais pour en finir le plus rapidement possible avec la Covid. Alors oui, il peut y avoir des décisions qu'on considère injustes. Oui, des décisions qui n'auraient pas forcément d'effet positif sur l'épidémie. On peut en débattre, bien sûr, mais on est dans un état de droit et on ne peut pas en même temps avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est une question de respect pour les autres, à défaut de se respecter soi-même. Et pendant qu'on crie sur tout ça, plutôt que de débattre sereinement de ces sujets, il y a d'autres problématiques graves qu'on oublie. On passe à côté de la souveraineté alimentaire, la gestion des déchets à La Réunion, ou encore la qualité de vie au travail, dont on va parler dans un instant. Il faut les faire avancer, ces sujets, par le débat avec tous les Réunionnais. C'est l'idée de notre libre antenne, tous les jours, qui porte bien son nom. En écoutant aussi les propositions des autres, celles et ceux qui maîtrisent ces sujets, qui dressent des stratégies concrètes. Profitons des élections à venir pour faire avancer le schmilblick, qui dans ce cas-là n'est pas un œuf. Avec la campagne électorale qui s'annonce, on a une fenêtre de tir. Encore faut-il que les Réunionnais parlent d'une même voix pour être entendus à Paris. C'est pour ça qu'il faut en parler, en toute transparence, en toute liberté, entre nous, ici et maintenant. Si vous l'avez besoin, tout notre école, attend nos élections va arriver. Mettez 3 affiches, si par au l'école, un morceau la classe pour notre bonne couille. Pour rien qu'un seul la commune, n'a pas besoin pour pas tout battre un peu la main. Dans un meeting, on vole le temps pour la roue. Blind test, Mandy ? Bah, j'ai la réponse sous les yeux. Ah ouais, non mais, oui, mais non. Alors la chanson s'appelle Élections, elle est signée d'un groupe qui s'appelle Tropicadéro, que je ne connaissais pas. C'est Jean-Luc Trulès pour... Le papa 2. Voilà. Yael. Et c'est sur une compilation qui s'appelle Les Ségas du théâtre Vollard pour les anciens qui se souviennent. Je crois que ça existe encore, cette compagnie du théâtre Vollard, et on les salue bien bas.
pour voilà tous leurs efforts et toute cette production. Bonjour Didier Le Tyran, bonjour Frédéric Nouvet. Bonjour. Vous êtes de nouveau avec nous. Je rappelle, vous faites partie de Vocation Réunion et puis vous venez assez régulièrement pour parler des problématiques d'entreprise, de salariés, d'employeurs, de qualité de vie au travail, de seniors. Et vous avez décidé aujourd'hui, en tout cas on a décidé ensemble, d'essayer de donner à nos auditeurs, à nos auditrices qui sont invités à intervenir bien évidemment jusqu'à 13h, de donner un maximum d'outils pour rendre son entreprise attractive et performante. D'où vous est venue cette idée d'émission, de proposition d'émission ? Cette idée, elle vient d'un de nos auditeurs qui a appelé lors d'une précédente émission. Il était un peu hors sujet parce qu'on était sur le sujet des seniors. Il venait de l'hôtellerie, il avait du mal à recruter parce qu'au vu des niveaux d'aide et au niveau des salaires qu'il proposait, il avait du mal à trouver des gens. Et on a beaucoup gardé en tête, il s'appelait Joël, on a beaucoup gardé en tête, d'ailleurs s'il nous écoute, je lui passe le bonjour, c'est grâce à lui qu'on a le sujet. Il nous appelle, Joël, s'il veut. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on n'avait pas pu vraiment répondre dans le détail à la proposition de Joël, qui était de dire, au-delà des salaires, existe-t-il des moyens de rendre son entreprise plus attractive, de faire venir des profils à soi et de les conserver. Et il est vrai que quand on est dans l'hôtellerie, la restauration, mais il y a d'autres sujets, il y a l'optique, il y a énormément d'entreprises qui ont du mal à recruter. On a du chômage d'un côté et des employeurs qui n'arrivent pas à recruter de l'autre. Et on commence à rentrer sur un principe de l'offre et de la demande, et il faut être attractif. Comment être attractif pour faire venir des employés à soi ? Comment les conserver ? C'est le sujet de cette émission. Grâce à Joël, merci à lui. Merci Joël. Et alors justement, on a tendance souvent à opposer l'attractivité d'une entreprise et la demande de productivité. Et nous, on a décidé de prendre le problème dans l'autre sens et de dire que finalement, ces deux mots ne sont pas antinomiques dans une société, qu'on peut être à la fois attractif et fidéliser les salariés tout en étant performant finalement, hein, Didier Le Tyran. Oui, en fait, si on Didier, parlez bien sur le micro, donc vous êtes habitué. Si on peut résumer, en fait, on pourrait dire que la performance est une combinaison de compétences, de talents et de motivation. C'est souvent ce que recherchent d'ailleurs les entreprises, en fait, des gens qui ont un bon savoir-être, une bonne posture au niveau managérial et pas que, et de la motivation. Et le problème, c'est qu'il y a un paradoxe, en fait. On est sur le secteur d'Europe où il y a le plus fort taux de chômage des jeunes, si on prend que les jeunes, donc de 15 à 25 ans, des difficultés de recrutement, et en même temps, il y a des postes qui ne sont pas en lien avec alors, il n'y a rien de péjoratif, mais des diplômes de Bac plus 10, etc. On a du mal à recruter. Je pense aux métiers de bouche, en particulier poissonnier, charcutier, boucher. Frédéric parlait de secteurs paramédicaux ou de l'hôtellerie-restauration. Donc comment on fait ? Peut-être qu'il y a eu une inversion également du paradigme, c'est-à-dire que il y a pas si longtemps, c'était au postulant à séduire l'entreprise pour le recruter. Et peut-être que maintenant, c'est aussi un peu une forme de réciprocité. Qu'est-ce que fait l'entreprise pour détecter les profils, les former et surtout être capable de les garder. Donc, et c'est pas forcément qu'une question de salaire. Alors justement, là, moi, je m'oppose un peu à vous en disant quand même le premier critère pour un salarié qui a été formé, vous parlez de 10 ans de formation, même 5 ans de formation, je veux dire qu'il y a une formation assez poussée. Le premier critère, c'est quand même le salaire, non ? Oui, un salaire juste, un nombre d'heures réalisées payées. Ça, c'est la base, on est d'accord. Si vous ne payez pas les heures sup, c'est un problème. La réalité nous dit tout autre chose. Hein. Oui, mais si vous ne respectez pas cette réalité-là, ne vous interrogez pas sur le fait de savoir pourquoi les gens ne viennent pas vous voir, parce que la réputation est vite faite, et pourquoi les gens ne restent pas chez vous. À ce moment-là, le problème, il est réglé. Il vient de vous. Voilà, très clairement, vous êtes responsable. On peut être responsable aussi du recrutement. Moi, j'ai connu une filière qui était sous tension il y a de ça une bonne dizaine d'années dans la grande distribution. On n'arrivait pas à recruter. On avait des salaires qui n'étaient pas forcément motivants, et c'était difficile. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Ils ont mis en place des systèmes de reconnaissance, des systèmes de vision de l'avenir, avec des systèmes de progression au sein de l'entreprise. Donc, ils nous ouvraient le champ du possible, un principe de gestion de carrière. Énormément de formation. La formation est un outil qui est motivant pour un employé. Et des avantages liés au fait que j'étais employé dans cette société. Un boulanger qui dit « mes salariés ont le droit de prendre une baguette par jour et le jour de leur anniversaire, il y a un gâteau pour eux », c'est bien évidemment. Un boulanger qui dit, il y en a qui le font, moi, ma salle le soir, si vous êtes salarié chez moi, que vous avez un anniversaire à fêter, je vous ouvre la salle. C'est parce qu'on va créer des choses qui sont pas forcément du salaire, mais qu'on va créer quelque chose qui vont faire qu'on est dans une famille professionnelle. Et là, on va parler de culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a chez moi qu'on ne trouve pas chez les autres ? On va commencer à créer cette espèce de lien
au sein de l'entreprise, qui fait que le salaire est une chose, bien sûr, il doit être juste par rapport à la charge de travail, les heures doivent être payées, mais au-delà de ça, il y a aussi la concurrence, le marché de la concurrence, qui parfois, il y a des salaires de toute façon qui ne pourront pas augmenter au-delà d'un certain montant. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les motiver ? On a aussi les accords d'intéressement, qui fait que, ok, sur les salaires, je peux pas en faire plus, mais sur les bénéfices de l'entreprise, parce que vous y avez participé, vous allez pouvoir en bénéficier. Ça se fait beaucoup, ça, les accords d'intéressement. Moi, par exemple, j'ai 50 balais, j'ai jamais connu ça. C'est très récent. Moi, j'ai connu ça en 98. D'accord. Voilà, ça s'appelait une grande enseigne de bricolage, je dirais pas le nom. Les caissières, les logisticiens et l'intégralité du magasin sont actionnaires. Et il y avait un vrai effet. Ah, bien sûr. Vous l'avez constaté. Ne serait-ce que. Mais pourquoi les autres entreprises le font pas ? Bonne question. Parce que finalement, c'est pas de l'argent qui sort directement de la poche de l'employeur, dans le sens où ce n'est la condition et qu'il fasse des bénéfices et qu'il les partage. Pourquoi ça se fait pas ? Appelez-nous au 02 62 23 4 5 6 7 et arrêtez d'appeler Didier Le Tyran sur son portable. Faites le 02 62 23 4 5 6 7. Ou alors Didier coupe son téléphone, ça peut être. Ouais, vous pouvez le mettre aussi sur silencieux, mais plutôt qu'appeler directement Didier Le Tyran, appelez-nous à la radio et dites-nous justement vous ce que vous avez vécu, si vous partagez l'avis de Frédéric Nouvet sur ce qui vient de dire, parce que c'est tout à fait intéressant ces questions et peut-être c'est vrai qu'on a, nous les salariés tendance à un peu focaliser sur les salaires. Je veux juste ouvrir une parenthèse parce que j'ai lu pas mal d'articles assez récemment sur certaines méthodes de management. Alors je parle pas ici de la Réunion parce que j'ai pas d'exemple, mais j'ai des exemples en métropole, un très très grand groupe médiatique qui se développe vitesse grand V, vous imaginez de qui je parle, qui fait du management par la terreur, qui l'assume complètement, qui fait encore aujourd'hui du management par la terreur, où on a eu récemment aussi des témoignages sur un institut, donc on va dire hospitalier de recherche situé dans le sud-est, où finalement la parole se libère parce que le grand patron est parti, et on s'aperçoit que là aussi il y avait une certaine forme visiblement de management par la terreur. Ce management par la terreur qui s'oppose à ce que vous prenez, clairement, on est bien d'accord, pour arriver au même résultat, d'avoir plus de productivité. Mais ce management par la terreur, il existe encore. On le voit en métropole, probablement ici à La Réunion. Comment faire comprendre à un patron qui est dans ce cycle-là, dans cette démarche-là de se dire plus je vais terroriser mes salariés, plus ils vont être efficaces. Comment lui faire comprendre que c'est pas le bon chemin ? Alors, je sais pas si on parle de management ou de problèmes psychologiques. En tout état de cause, la qualité de vie au travail, au contraire, s'appelle les risques psychosociaux. Et 20% des salariés, tous secteurs confondus, privés et publics, sont concernés au moins une fois dans leur vie par ce souci. Si on pouvait manager par la terreur, ça se saurait. Taper sur la tête des gens pour les faire avancer, ça se saurait aussi. On n'est plus à... il y en a un qui est en train de devenir un grand groupe international de médias, de au moins national, qui, tout le monde sait qui c'est, qui l'assume complètement, ce management, et finalement, ça a l'air de fonctionner. Quand il arrive, qu'il rachète une boîte, il vire tout le monde, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, parce qu'en plus, il a des idées quand même assez, carrées, on va dire, pour les remplacer par les petits copains. Je pense qu'il y a un lien, du coup, à faire avec la stratégie de l'entreprise. C'est quoi les objectifs et la stratégie de l'entreprise ? Est-ce qu'on est sur une stratégie de court terme, des fois par obligation, tout simplement parce on a un contexte qui change, on est acculé, qu'il faut faire du chiffre et du résultat, sinon on meurt. Ou est-ce qu'on est dans une stratégie d'accompagnement et développement du personnel et de la société ? Moi, personnellement, je pense que la performance, le chiffre d'affaires, la marge, les encours, etc., c'est la conséquence de gens qui sont bien formés, heureux au boulot et surtout bien managés. Et je pense que la clé, elle vient du management. Et je recommence ma question. Comment convaincre des patrons qui sont pas d'accord avec vous et qui pensent que forcément le management passe par certaines formes de terreur ? Je vois un bon moyen de les convaincre. Nous, on n'est pas des bisounours. À titre personnel, on a tous été créateurs d'entreprises, on a géré des entreprises. On vous dit pas faut prendre soin de son collaborateur parce que on serait dans une espèce de stratosphère comme ça, bisounours, bisounours, pas du tout. On gagne plus d'argent à terme à bien traiter ses employés. C'est clair. Aujourd'hui, est-ce que le bâton fonctionne ? Mais bien sûr qu'il fonctionne. Mais évidemment, bien sûr. Il fonctionne à court et à moyen terme. Bien sûr. Et quand il faudra... Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit qu'on ne trouve jamais dans un bilan, c'est la réputation
et les hommes. C'est-à-dire les hommes n'ont pas leur coût, mais leur valeur. Et ça, on ne le trouve pas dans un bilan. Et ça, en l'ignorant, il y a un moment, on se dit, tiens, j'ai du mal à recruter. Tiens, j'ai mauvaise presse auprès de certains profils. Alors, est-ce qu'il y a vraiment du mal à recruter? Parce que aussi la démarche de ces employeurs, à ce que j'ai compris, hein, c'est de toute façon, il y a plein de turnover chez moi. De toute façon, il y a une liste de candidats longue comme le bras, et ce fameux mot, enfin cette fameuse phrase, personne n'est irremplaçable. Mon Dieu. Je vous donne un exemple. Dans cette fameuse entreprise où j'ai grandi pendant une bonne dizaine d'années, un directeur de magasin avait une prime sur le turnover. Mais cette prime, elle marche dans l'autre sens. Plus le turnover était important, plus votre prime était basse. Ah, d'accord. C'est-à-dire que investir sur une annonce, ça nous coûte de l'argent. Investir sur une société de recrutement, ça coûte de l'argent. De l'énergie, du temps. De l'énergie, du temps. Encore une fois, on a encore sur cette fameuse calcul des coûts cachés, combien ça coûte de recruter quelqu'un, de le former. Pour après dire, il est irremplaçable, mais d'un point de vue comptable, c'est déjà une aberration quand on regarde dans le détail. Pour le dire, il n'est pas irremplaçable. Et puis, au point de vue de la réputation, cette personne-là, elle a une famille, elle a des amis. Quand elle parlera de cette entreprise, elle n'en parlera pas en bien. Il ne faudra pas s'inquiéter si après, il y a moins de gens pour venir vous voir, ou si les profils sont moins bons, tout simplement. 0262 234 567, c'est le numéro qu'il a composé. C'est notre premier auditeur qui va vous poser des questions, qui va éventuellement témoigner. Je crois qu'on va parler justement de coût du travail. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Voilà, je voulais intervenir et interroger, si possible, vos invités pour leur demander s'ils se rappellent un petit peu de l'histoire de la monnaie unique et quel était son but. Alors, vous parlez de l'Europe et de l'euro, c'est ça? La monnaie unique. L'Europe, c'est grand. Je parle de l'euro. De l'euro, ok. Et donc Donc, la question que je voulais poser à vos intervenants, vos invités, est-ce que ces messieurs, je crois qu'il y en a deux, c'est ça? Vous avez deux invités ou... Oui, Didier Le Tyran et Frédéric Nouvet de Vocation Réunion, ils vous écoutent attentivement. S'ils se rappellent un petit peu de l'histoire de la création de cette monnaie unique et surtout quel était son but premier. D'accord. Ça a une relation avec le sujet d'aujourd'hui sur l'entreprise attractive et performante. Je crois que oui, notamment en termes, je dirais, de rémunération et surtout dans le commerce international, par exemple. Alors, je sais pas. En toute honnêteté, je ne suis pas un spécialiste de l'économie. J'ai vécu l'euro comme vous, je l'ai vécu en tant que patron à l'époque d'ailleurs. Et donc, effectivement, on avait beaucoup de promesses. Alors, je vais vous laisser intervenir. Apparemment, vous avez déjà la réponse. Oui. Et là, peut-être que j'interviendrai à nouveau. Allez-y, Jean-Philippe. Dites-nous franchement le fond de votre pensée. On vous écoute. Je crois, peut-être que je peux me tromper, c'était pour lutter contre l'inflation et notamment pour avoir ce qu'on appelle la stabilité des prix et donc forcément des coûts de travail, de main-d'œuvre. Je croyais c'était aussi pour être plus fort face à des blocs comme les États-Unis, l'Asie, etc. Non, je vous invite à lire un bouquin de Monsieur Stiglitz, par exemple, Pierre-Yves Stiglitz. Ça vous dit quelque chose? Non, du tout. C'est noté. Désolé, on en reparle. Allez encore plus loin sur le fond de la pensée, ça nous intéresse, même si on n'est pas d'accord, et on est là pour ça, justement, de débattre entre nous, quoi. J'ai jamais dit que j'ai appelé pour que tout le monde soit d'accord avec moi. Ouais, bien sûr. C'est pas le but. C'est pas le but. Ouais. Et donc, sur le travail, pensez-vous qu'un gouvernement peut faire, ou même tout faire, ou même être, je dirais, très compétitif, que ce soit en interne ou en externe, c'est-à-dire à l'exportation, évidemment. Alors, je vais répondre rapidement. De mon côté, je laisserai Didier prendre le relais. Est-ce que le gouvernement peut tout faire? Vous savez, le fameux Joël dont je vous parlais tout à l'heure nous disait « J'attends que l'État baisse les aides sociales de manière à ce que les gens n'aient pas le choix et puissent venir travailler chez moi. » Enfin, j'exagère, mais c'était un peu le style. Et il disait « J'attends que l'État fasse quelque chose. » Moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, attendre que l'État fasse quelque chose, c'est faire preuve d'une très grande patience. Et je pense que la solution, elle vient de vous et elle vient de la manière dont vous faites vivre vos valeurs dans l'entreprise. Après, bien entendu, dans la limite de ce que l'État vous permet de faire, et je suis d'accord que l'euro, à la base, c'était un espèce de cadeau qui devait nous offrir plein de choses magnifiques et extraordinaires. Ça a surtout fait monter les prix. Après, dans le monde du travail, ça a ouvert le marché au niveau européen, oui. Est-ce que ça a permis vraiment d'être compétitif? Ça, c'est une grande question auquel, malheureusement, je ne peux pas répondre. Voilà. Est-ce que Didier Le Tyran veut dire quelque chose à ce propos ou pas? Alors, le sujet, je suis pas spécialiste non plus, mais mes mémoires de cours, il me semble que la construction de l'euro, c'est 1958 et les accords de Rome. De l'Union européenne. Voilà, l'Union européenne. Le marché du charbon. Tout à fait. Pour construire
construire un bloc compétitif, voilà. Au niveau du gouvernement, alors moi je suis hyper pragmatique. En fait, il y a autant de réformes de la formation que de gouvernement. Donc c'est QFD. Donc alors je pense que la formation c'est une clé de la réussite qui est super importante. La formation initiale des jeunes, mais aussi la formation continue des personnes en entreprise. Parce et de réforme en réforme, c'est compliqué. Alors c'est compliqué, mais en même temps, je trouve chacun veut laisser sa trace quand on est ministre. Et ça se contredit souvent. Mais par contre, on est comme dans un système, je trouve, assez vertueux. Il y a beaucoup de mesures qui favorisent l'emploi et la formation au niveau des entreprises. Et je pense que c'est aussi aux entreprises à se les approprier. Alors de mémoire, il y a 25% des entreprises qui ont une stratégie de formation et du développement des compétences de ces salariés. Et 75% des entreprises qui vont vivre la formation comme une obligation. Et quand on est passé d'une réforme d'une obligation fiscale à une obligation sociale de formation, toutes les entreprises n'ont pas suivi. Donc je pense que... Tout ça, c'était pour faire un parallèle avec ce qu'évoquait Jean-Philippe à propos de l'euro. Tout à fait. C'est comment favoriser la compétitivité des entreprises qui passent par la formation. Je pense que l'État est là pour créer les conditions qui sont... on ne peut pas dire que tout est mal fait quand même, qu'il y a des conditions vertueuses. Je pense en particulier à l'apprentissage et les primes qui ont favorisé le recrutement d'apprentis. Mais après, c'est aussi aux entreprises à s'emparer du sujet. Et peut-être que... Alors, je vais oser. Peut-être qu'il y a aussi la question de la formation des dirigeants. Comment prendre des directions, prise de décision dans un contexte de crise, qu'elle s'appelle Covid ou autre, en sachant qu'on est dans un contexte de changement perpétuel pour lequel il n'y a pas de modèles globaux. Il y a autant de modèles qu'il existe de changements. Et même, j'irai plus loin, et ça vient de me donner une idée d'émission, parce qu'on a eu au téléphone il n'y a pas longtemps Juliana Mdoama pour un autre sujet, la maire de Saint-Louis, qui me disait, j'ai très peu de disponibilité en ce moment parce que je suis en formation. Et là, je me suis dit, tiens, les élus aussi ont besoin de ces formations. Ça sera vraiment l'occasion d'un plateau, justement, avec des élus pour voir... Voilà, Jean-Philippe, c'était pas forcément la réponse que vous attendiez, mais c'était la réponse de Didier Le Tyran et de Frédéric Nouvet. Bonne journée. En tout cas, sachez qu'il y a un lien intime entre la monnaie, je dirais notre valeur de commerce international par rapport à la lutte contre le chômage et tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. C'est intimement lié. Tout à fait. Merci. Bonne journée, Jean-Philippe. À très bientôt. Oui, avec Abbas, qui avait une question, réflexion. Sur la qualité des services. Bonjour Abbas. Et je rappelle, bonjour Abbas, je rappelle, on est avec Didier Le Tyran, Frédéric Nouvet, Vocation Réunion. Donc on essaie de cerner les outils pour rendre son entreprise attractive, à la fois attractive pour les employés et performante. Donc c'est un peu le sujet de l'émission jusqu'à 13h. Bonjour Abbas, pardon. Bonjour. Oui, alors moi je voulais aborder le sujet de la qualité du service et du sérieux de l'entreprise. On a tendance à oublier que la Réunion est toute petite et que tout se fait très vite et que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'une entreprise a défailli, a eu un conflit avec un client et qui est fondé, ce client va faire de la mauvaise publicité pour l'entreprise et le bouche à oreille faisant, ça va coller l'entreprise. On l'a vu pour des entreprises qui ont disparu et qui ont changé de nom. Oui. Je ne citerai pas le nom de Only, par exemple, qui avait une réputation tellement épouvantable qu'elle a été absorbée par une autre entreprise. Petit malin. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je constate des fois avec effarement que, par exemple, le respect du consommateur n'est pas là. Il y a de la publicité mensongère dans les catalogues. On va sur place, on se déplace, on arrive et l'article n'est pas là et la réponse est n'a point à dire ou l'a pas gagné, que ça VIC. Je parle pas du contexte actuel avec les bateaux en retard, les containers, mais habituellement. Là, on est dans un contexte exceptionnel, on est bien d'accord. Oui. Mais ce côté publicité mensongère pour attirer le client, pour lui faire vendre autre chose à la place, ou alors ces artisans ou ces intervenants dans le bâtiment, par exemple, qui viennent réparer quelque chose dans un appartement, dans une maison, et qui le font très mal, et gros doigts, et qui se satisfont de ça, et en vrai comme l'arrivée, comme on dit créole. Et donc, ce côté gros doigt peut être préjudiciable à l'entreprise, et puis le bouche à oreille se faisant, surtout pas telle entreprise, parce que tu vas avoir des problèmes, c'est mauvais, je peux témoigner, on a entendu un tel dire que, et ce qu'on appelle la prescription. Après, en plus de la publicité, il y a la prescription, c'est-à-dire les conseils des uns et des autres, qui peuvent être complètement destructeurs pour l'entreprise et dans la durée détruire sa réputation et sa viabilité.
Un mot là-dessus, messieurs. Frédéric Nouvet, reste avec nous, Abbas. Alors là, je suis, mais alors, 1000 fois d'accord avec vous, parce que je le constate tous les jours. La qualité de service, ça passe par la formation, ça passe aussi par le contrôle de la qualité de service. La qualité de service doit arriver à la satisfaction client. Je raccroche les wagons à notre sujet. La qualité de service, ça passe, en forme de question, ça passe par le bien-être des salariés. Parce qu'un salarié démotivé, parce qu'un salarié qui n'est pas bien au boulot, clairement... Bon, je veux dire, c'est la réalité des choses. On le sait, on est tous pareils. On va avoir moins tendance à être corporate, on va dire, à être impliqué dans le fonctionnement de l'entreprise si on n'est pas bien dans cette entreprise. Ce qui est terrible, c'est quand j'entends... Là, je fais le lien avec la qualité de vie au travail. Quand j'entends dernièrement, j'étais dans un grand groupe de téléphonie, une situation ubuesque d'un point de vue administratif décidée par les dirigeants. Et l'employé me dit, je sais que c'est débile, mais on est obligé de faire comme ça. Je me dis que s'il dit ça 10 fois par jour, il doit être mal dans ses chaussettes, et je pense qu'il doit avoir envie de dormir et de se reposer et d'avoir des vacances. Et je dis, la qualité de service, elle passe aussi, pour moi, ça passe par le dirigeant. Est-ce qu'il a une vision de la qualité de service? Quels sont les outils et le budget qu'il a mis en place pour le contrôler? Est-ce qu'il écoute ceux qui sont au contact des clients, c'est-à-dire ses collaborateurs en magasin? Et est-ce qu'il le fait remonter? Est-ce qu'il corrige ce qui ne fonctionne pas, ou est-ce que simplement on est d'un point de vue sur une hiérarchie hyper fermée, avec des gens en bas qui essaient de faire passer des solutions qui n'en sont pas, et qui en souffrent même devant le client. Ça, je le croise, mais 1000 fois par jour, c'est vraiment pénible, et il n'y a pas de volonté, on est sur un petit caillou, mais on peut lui donner énormément de valeur. Il y a des gens de valeur incroyables sur ce caillou, on ne les valorise pas, et en les valorisant, on pourrait enfin avoir quelque chose d'efficace, et notamment avoir une vraie relation client. J'enfonce des portes ouvertes en disant que de toute façon, on n'a pas une qualité de service acceptable avec la mise en œuvre de moyens à minima. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il y a le budget qui compte. Il faut, je veux dire, si on souhaite effectivement proposer une qualité de service à ses clients qui soit de vraie qualité, on va dire, il faut quand même mettre les moyens derrière. Est-ce que ça, voilà, peut-être j'enfonce une porte ouverte. Non, en fait, c'est le cœur du sujet, la fonction première d'une entreprise ou le fait de faire du profit. Et c'est le principe du gagnant-gagnant. Oui, mais c'est de répondre à un besoin. Et répondre à un besoin, c'est remettre le client, l'usager, l'adhérent, quel que soit le secteur marchand, non marchand dont on parle, au cœur des préoccupations. Ça, les chiffres le démontrent, les statistiques le démontrent. Oui. Que cette démarche, elle est payante. Elle est payante quand elle est accompagnée à la fois de méthodes et d'un budget pour faire vivre ces méthodes. Le problème, c'est que souvent, on reste bloqué sur l'intention. On est les meilleurs. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais pour être le meilleur? Je fais des 4x3 et je le marque dessus. C'est bien. Bravo, félicitations. Concrètement, auprès de tes équipes, tu fais quoi? Pas grand-chose. Et quel budget t'as mis en place pour ça? Pas grand-chose. Encore une fois, intention, réalisation. Il faut vraiment faire le lien entre les deux. Entre les deux, il y a de l'argent, de la méthode, du temps, des gens pour le faire vivre. Et ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Et également, la mesure de la qualité de service. On peut mesurer la qualité d'un produit, mais la qualité de service, on parle d'humain. Donc, avoir le même niveau d'implication, d'accueil du client, c'est pas forcément évident, mais on peut l'encadrer et dire qu'on peut pas descendre en dessous d'un niveau minimum. Donc, du coup, ça renvoie également à la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on est sur du court, moyen ou long terme? Également, la qualité du management. Moi, je pense que beaucoup de choses se jouent en termes de management. On parle pas forcément de compétences techniques métiers, mais de soft skills ou de compétences comportementales. Soft skills, c'est le savoir-être, etc. qui sont, c'est vrai que c'est des critères qu'on prend en compte depuis que quelques années. Alors, je veux pas, on va redonner la parole. En vivant à La Réunion, on a la chance d'avoir des camions-bars un peu partout. En fait, parfois, en achetant un sandwich bouchon à 2,50 €, j'ai une meilleure qualité d'accueil avec un sourire bienvenu, quelqu'un qui est normalement constitué, c'est-à-dire qui dit bonjour, au revoir, merci, que je n'ai pas forcément dans de l'hôtellerie de luxe. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas train, mais c'est juste de dire que quand on va dans de l'hôtellerie de luxe, on est en droit d'attendre aussi un niveau de qualité de prise en charge qu'on a globalement, il n'y a pas de souci, mais il ne doit pas y avoir une différence aussi marquée, et pour moi, ça doit faire partie d'une norme. Abbas, pour finir. Après, on prend Jean-Pierre au téléphone. Je terminerai, je conclurai par un constat. On va dire, globalement, j'ai pas de statistiques, j'ai pas de chiffres d'études et tout, mais on peut noter que le comportement des Réunionnais, lorsqu'ils sont mal accueillis, maltraités ou trompés par l'entreprise, soit ils ne reviennent plus, c'est une possibilité. Maintenant, ce qu'on voit un peu plus, c'est la colère, de l'agressivité, et on oublie la troisième voie, qui est la répression des fraudes. Oui, qui est très discrète à La Réunion.
Je l'ai remarqué moi-même. C'était de solliciter, hein. Ça m'est arrivé de les solliciter parce qu'il y avait réellement de la malhonnêteté. Ils ont réagi très vite. Au bout d'une semaine, ils ont déclenché une enquête et il y a eu un résultat. D'accord. Donc, Il faut actionner le bon levier au bon moment. Oui, moi je conseillerais aux consommateurs qui sont mécontents d'une entreprise d'interpeller la répression des fraudes et qui est là pour ça et qui est On est dans un état de droit, hein, faut le rappeler. Bien hein. sûr. Oui. Hein. On rappelle qu'on approche de Noël. Combien de prix en rayon ne correspondront pas à l'étiquette ? Combien de fois la promotion ne sera pas appliquée ? Combien d'écarts de prix entre deux produits identiques on va trouver ? Et ce que vous nous dites, c'est qu'en tant que citoyen, on a chacune la responsabilité de faire un constat et une fois ce constat et cette analyse faite, de prendre la parole. Bien sûr. Sans avoir peur. Tout à fait. Et simplement informer l'entreprise qu'on va interpeller la répression des fraudes est suffisant. Hein. Ils savent qui est la répression des fraudes. Alors, peut-être que vous dites va faire réagir les auditeurs. Le patron, c'est le client. Abbas, merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Très, très, très bonne journée. On enchaîne parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir. Et bien évidemment, hein, d'ici la fin de l'émission, les 47, on vous donne un maximum d'outils, que vous soyez employeur ou salarié. Au-delà de cette question salariale, pour donner une attractivité à la fois attractivité à l'entreprise et pour une entreprise performante. Jean-Pierre voulait vous parler de la formation dans l'entreprise. Question très intéressante là-dessus qui peut participer à cette attractivité de l'entreprise. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors déjà, je voulais dire que à la personne qui a dit le patron c'est le client, je ne suis pas d'accord. Ah. Le client n'est pas patron. Il faut bien, voilà, parce qu'on est tous à un moment donné clients dans notre vie. Ça ne fait pas de nous le patron de ce que doit être l'entreprise. Alors, c'est tiré d'une citation. Voilà. Hein, je vous expliquerai pourquoi j'ai dit ça. Allez-y, je sais très bien. Ce que je voulais parler sur la formation, ça reprend tout ce que vous disiez, la bienveillance, le service. Tout ce que je vais parler, ça englobe tout ça. Mon problème aujourd'hui, j'ai besoin du personnel, je recrute, je ne trouve pas. Et j'ai toujours par habitude de faire passer à tous les candidats un petit test qui date de 1985, niveau CAP, qui prend l'orthographe, ensuite notre métier qui est lié à l'électricité. Mais je vous assure, aujourd'hui, au niveau BTS, j'ai discuté avec des professeurs d'électricité dans les lycées. Les gens ne savent pas faire des exercices en 15 minutes sur la base même de notre métier. Ce que je dis aux professeurs à chaque fois, c'est que vous devriez faire entrer des professionnels à un moment donné dans les lycées pour leur expliquer ce qu'est réellement le métier. J'entends bien que c'est le professionnel qui doit former le salarié dans l'entreprise. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais on ne peut pas embaucher s'il n'y a pas un minimum acquis dans l'éducation nationale ou un centre de formation. On ne peut pas prendre une secrétaire ou un secrétaire, peu importe, quelqu'un pour faire de la gestion bureautique si cette personne fait tous les 2 mots 4 fautes d'orthographe. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez passer beaucoup plus de temps à corriger ce problème que d'avancer. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, on a tout à fait compris. Voilà. Ça, c'est une histoire de formation plus le salarié est autonome, compétent et plus le salarié est compétent et correspond aux critères de recrutement de l'employeur, plus il va être autonome, bien dans son travail, parce que l'autonomie c'est aussi le bien-être dans son travail. Voilà. Et finalement, plus le manager, on va dire, va pouvoir se consacrer à des tâches autre que cet encadrement d'un salarié, quoi. Alors, au-delà. Voilà, exactement. Ensuite, ce que je voudrais dire concernant la formation, voilà, je vais pas reprendre une citation, je vais juste vous dire que tout le monde n'est pas né pour être chef. Alors, c'est ce qu'on disait à la dernière émission, sur le harcèlement moral. Tout le monde n'est pas né pour être chef. Il y a des gens qui sont bardés de diplômes, pour diriger, qui peuvent être pour diriger, mais ils n'ont pas l'attitude du chef, mais ils seront plus un despote que quelqu'un qui va manager, encourager toute son équipe pour que tout le monde avance en même temps. Bien souvent, ça passe aussi par la formation. Lorsqu'on est dirigeant, on doit nommer des managers dans des équipes ou des chefs d'équipe ou peu importe, quelqu'un qui doit diriger, chapeauter une petite équipe. Il ne faut pas choisir forcément le diplômé, mais celui qui est plus diplomate.
Voilà. Voilà. Ok, Voilà ce que merci je voulais Jean-Pierre. dire. Ouais. Et ça, Je vous en prie. merci beaucoup, bonne journée. Ça me fait penser aussi à une réflexion que vous faisiez par rapport au harcèlement moral. Je referme tout de suite la parenthèse. Vous disiez, plus on découvre, enfin, plus on est incompétent au fur et à mesure qu'on monte dans le grade, plus on devient. C'est l'incompétence qui emmène vers un syndrome de Peters. vers la tyrannie, syndrome de Peters. Pour répondre à Jean-Pierre cette question de formation dans les entreprises et peut-être pourquoi pas évoquer les filières sous tension, hein, là, notamment en ce moment à La Réunion. Et puis après, on se tournera vers Isabelle. Oui, donc au niveau de l'orthographe, donc ce que dit Jean-Pierre, moi, j'abonde complètement. Juste pour info, on a remis des cours d'orthographe dans une université du sud-ouest de la France pour des médecins, donc internes, bac plus 6, qui font plein de fautes d'orthographe, et c'est pas leur faire injure, c'est juste... Et des cours d'écriture aussi pour les médecins. Ouais, mais alors ça, non. Ça couvre les problèmes d'orthographe. Mais c'est pas stigmatiser une profession. Hein. J'ai l'occasion régulièrement de faire des jurys, bac plus 5, master, avec 3 fautes sur le titre. Je pourrais vous parler des jeunes journalistes. Ici, on a une école, on est formateur. Moi, quand j'étais en métropole, j'étais aussi formateur pour des jeunes journalistes et j'encadrais aussi dans le cadre de mon métier des jeunes diplômés journalistes. Et bon, j'ai plus beaucoup de cheveux. Alors, le souci, quelque part, c'est la question d'assumer. Et moi, ce qui me dérange, c'est que quand on demande à un collaborateur d'envoyer un mail, si on n'a pas la garantie qu'il ne va pas nous faire honte et porter et altérer l'image de l'entreprise en faisant 3 fautes, c'est un peu gênant. Donc, je pense qu'il y a un niveau d'exigence et un minimum de rigueur. Des gens qui avaient le certificat d'études, donc avaient un niveau d'écriture qui était... et je pense c'est un problème global, mais effectivement, on a déjà du mal à parler anglais, mais au moins parlons bien le français, écrivons-le bien. Mais est-ce que c'est à l'entreprise de compenser ce manque et est-ce que ça participe, si l'entreprise le fait, à son attractivité, justement? Est-ce que le salarié a conscience de ça? Pas à ce niveau-là. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une femme enseignante, donc bien sûr, je tairai à la fois son nom et l'endroit où elle est, si elle va avoir des soucis. Mais elle s'est interrogée dernièrement en regardant des cours qui avaient une dizaine d'années et ceux qu'elle donne maintenant, en s'interrogeant que le niveau de connaissance avait baissé de 2 à 3 ans sur la même année d'apprentissage. Et la Covid n'a pas aidé. Et donc très très clairement, l'éducation nationale, ça reste un sujet annexe. Mais est-ce qu'on veut aujourd'hui une éducation nationale au rabais, sans investissement, et ceux qui ont de l'argent iront dans les écoles privées? Ça, c'est un autre sujet. Mais tant qu'on ne mettra pas le minimum essentiel, est-ce qu'on fait encore des dictées en français? Vous avez la position du syndicaliste de l'éducation nationale, là. Non, j'ai la position de 10 ans ou 20 ans. Hein. Ouais, mais encore une fois, c'est comme pour le gouvernement. Vous allez attendre longtemps. Il faudra peut-être des initiatives privées pour que ça arrive. Ouais. Eh ben, il se trouve que c'est bon. Il se trouve que on a Isabelle. Elle est de l'éducation nationale. Il me semble. Elle va pouvoir rebondir. Il me semble. Elle va peut-être rebondir là-dessus. En tout cas, Isabelle, je crois que ça va être quasiment la dernière auditrice. Oui, il est 53. Il est 53. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Merci de prendre mon appel. Je voulais témoigner par rapport au monsieur qui est intervenu juste avant et qui disait qu'il était professionnel et qui voulait intervenir dans les établissements scolaires pour indiquer en fait aux enseignants quelles sont les compétences essentielles. Mais ce serait bien qu'il y ait beaucoup de volontaires comme ça. Je suis pas sûre que tous les professionnels soient disponibles. Je parle pas d'un manque de volonté, hein, mais je parle de disponibilité et du coup de gros sous là. Est-ce qu'ils sont OK pour ça? Parce que moi je suis persuadée qu'il y a un travail à faire en ce sens. La question c'est... Ensuite, Attendez, je vous redonne la parole. La question là, c'est en gros, la problématique, c'est dresser des passerelles entre le monde de l'entreprise et l'éducation nationale. Ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose que j'entends très très souvent chez les chefs d'entreprise, chez leurs représentants des chefs d'entreprise. Je peux le nommer, Didier Fauchard, le président du MENEF, qui nous alerte souvent sur cette problématique là, parce qu'ils s'aperçoivent que les chefs d'entreprise finalement n'arrivent pas à recruter les critères des chefs d'entreprise correspondent pas à ce qu'on leur propose à travers l'éducation nationale, à travers la formation, et qui dit il faut rapprocher ces deux mondes-là. Donc ça, c'était la première réflexion. Deuxième réflexion, Isabelle. Deuxième réflexion, il faudrait que tous les professionnels, c'est impossible, se mettent d'accord sur les attendus. J'entends parler de l'orthographe. Alors, il y en a pour qui l'orthographe est essentielle et il y en a pour qui c'est complètement, pas indispensable. Accessoire. Oui, accessoire, merci. Et pour le même métier. Pour le même métier. Donc, moi, je pense qu'il y a une concertation indispensable à avoir entre tous.
et qu'on arrête de se rejeter la balle en disant c'est à vous de faire ça, c'est à nous, c'est à vous, c'est à nous, et travaillons ensemble. Merci. Et c'est difficile de travailler ensemble. Oui, parce que c'est deux mondes différents, deux façons de fonctionner différentes, l'éducation nationale et le monde de l'entreprise, mais effectivement, la solution, probablement, elle passe par là. Didier Le Tyran voulait réagir. Merci Isabelle. L'objet des réflexions, Isabelle, est évidemment pas de stigmatiser une profession, bien au contraire, on est dans un co-développement vertueux. Moi, j'aurais juste 2 réflexions. La première, c'est qu'il me semble qu'il y a 10 ans d'école obligatoire et que les 3 missions principales, c'est d'apprendre à lire, compter, écrire. Ouais. Donc, en fait, c'est pas une question d'entreprise, c'est juste une question de fondamentaux. Et le deuxième point, alors je me permets à titre personnel, vous avez cité une organisation patronale. Je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui sont hyper investis, et j'en fais partie, dans le lien école-entreprise. On intervient beaucoup et ça passe par des co-constructions avec des chefs d'établissement, des profs, des chefs des travaux. Il faut le renforcer, ce lien, il existe, il faut le renforcer. Il faut le renforcer, bien évidemment. Et et ce renforcement, c'est qui va donner le coup d'envoi? C'est le rectorat ou c'est le monde de l'entreprise? Non, c'est une démarche individuelle. À chaque fois, c'est une démarche individuelle. C'est pas forcément une question d'établissement ni de rectorat. C'est une démarche individuelle. On est dans un fonctionnement associatif. J'ai du temps où où j'en ai pas, et combien de temps je peux consacrer pour accompagner. Il s'agit pas de dire il y a qu'à Faucon, faut faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hyper engagées, à la fois du côté de l'entreprise, mais on est dans 2 mondes qui sont complètement très différents, qui ont parfois du mal à se comprendre, et la clé, c'est peut-être de créer un lien pour qu'on arrive à comprendre un petit le vite-à-vie, par exemple, il y avait des initiatives de cet ordre-là, de mettre des profs dans le milieu de l'entreprise inversement. Je trouve que c'est hyper vertueux, ça permet de comprendre les contraintes de chacun. Et permettre aux salariés d'avoir cette base de connaissances et finalement d'être bien dans leur pompe, c'est l'attractivité ça profite à l'attractivité de l'entreprise et à la productivité en même temps. C'est dommage, ça va être une initiative privée qui va prendre le relais d'organismes publics dont c'est normalement le travail. Ouais. Je regrette ça, et en même temps je me dis, qu'est-ce qu'on fait? On attend ou on agit? Avec Didier, on fait une partie de notre activité, on l'a fait en bénévolat. Ça fait partie des choses qu'on peut faire. Et parfois même le bénévolat emmène vers une professionnalisation. Oui, on cherche à donner du sens aussi à ce qu'on fait, et ça ne peut pas être que financier. Et bien évidemment, intervenir auprès des écoles. Alors je ne sais pas si des professeurs pourraient aller dans l'entreprise privée, parce qu'avec le rectorat, il y a énormément de règles et de contraintes et autres, mais ça leur ferait du bien, je pense. Dans les 2 cas, ça nous ferait du bien aussi d'apprendre à se connaître et à partager ensemble. Des outils qu'on n'aurait pas évoqués pour à la fois rendre son entreprise attractive et performante. Je pense par exemple au comité d'entreprise CHSCT, représentant du personnel, est-ce que ça a une utilité quelque part? Il y a un vrai débat à avoir là-dessus. On a évoqué les accords d'intéressement, les avantages en nature. Est-ce que ça participe à l'attractivité? Vous prenez quoi en 1 minute? Oui, on est en train de parler de négociation sociale quelque part. Et dans la négo sociale, il y a la négociation formelle et informelle. Effectivement, les partenaires sociaux, donc représentants des salariés et des patrons, font partie des tables de discussion. Mais au niveau des entreprises, il y a des outils. Il y a un super outil de dialogue social qui, pour moi, sont les entretiens professionnels qui sont obligatoires tous les 2 ans. On ne parle pas de salaire, on parle de carrière, d'évolution en termes de poste, de compétences. Et c'est un super outil qui permet de faire monter en compétence le salarié, qui est aussi la mission première du manager. Alors, 1 minute, me dit Mandy. Frédéric, en 1 minute, je vais essayer. Alors moi, je suis pas un bisounours, mais je considère que quand on a un CSE, c'est une chance si on sait communiquer et si on sait partager en co-construction ce qu'on veut pour l'entreprise. Je donnerai un exemple. Dernièrement, j'avais fait en sorte de rendre le CSE riche pour qu'il puisse rendre cet argent aux employés sous la forme de voyages, de sorties ou autres. Et ça a un coût moindre par rapport à une augmentation de salaire. Je vous propose un exemple avec un coût 0 pour ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on a un grand magasin, souvent on a un espace restauration. Cet espace restauration, la personne nous paye pour poser les machines et nous verse un pourcentage des recettes. J'ai donné les machines au CSE, les recettes sont arrivées chez eux, ça les a enrichis, ils ont proposé des choses aux employés, tout le monde est content, ça m'a rien coûté. Merci beaucoup Frédéric Nouvet, Didier Le Tyran pour encore une fois cet éclairage sur le monde de l'entreprise, Vocation Réunion. Merci à nos auditrices et nos auditeurs qui ont appelé au 0262 23 4 5 6 7. On se retrouve demain sur une autre problématique qui est la problématique de la souveraineté alimentaire. Oasis Réunion, je le disais ce matin, a organisé une réunion hier et on va mettre ça devant tous les Réunionnais pour en débattre. Rendez-vous demain à 12h15. Merci à vous. À demain. Au revoir. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Merci de nous rejoindre. Il est 13h. On retrouve RTL Paris.